Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Télé Africa et vous avez rendez-vous avec votre émission du mardi, émission d'information sur les questions d'actualité, 21 heures, le grand rendez-vous. L'actualité reste dominée au Gabon par la composition du nouveau gouvernement de la République après l'annonce rendue publique par le secrétaire général de la présidence de la République, le professeur Guy Rossatanga Rigno, ce 5 mai 2025. Une communication faisant mention donc de la nomination de Séraphin Mundunga à la fonction de vice-président de la République, également nommé Hugues Alexandre Barrot Chambrier, vice-président en charge du gouvernement. Ces deux nominations qui viennent donc à la suite de la prestation de serment le samedi 3 mai dernier au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje, prestation de serment du président de la République élu le 12 avril dernier, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et dans la foulée de la nomination des deux vice-présidents, le vice-président de la République et celui en charge du gouvernement, la nomination des membres du gouvernement, ils sont donc une équipe composée de 30 ministres, dont 20 hommes et 10 femmes. Dans cette émission consacrée à cette forte actualité, on va notamment aborder les aspects liés à la taille de ce gouvernement, à la contraction de certains ministères, aux missions assignées par le président de la République aux deux vice-présidents et aux membres du gouvernement afin de pouvoir répondre en urgence aux enjeux du moment. Et pour évoquer ces points dans le détail, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Marcel Libama en sa qualité de député de la transition. Monsieur Libama, bonsoir. Bonsoir. Je reçois également Pascal Nkoulou, acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et il y a également sur le plateau Jean-Christian Kombila, journaliste et coordonnateur général du mouvement Les Témoins de l'Histoire. Monsieur Kombila, bonsoir. Bonsoir. Merci donc à tous les trois d'être autour de la table une fois de plus pour que nous puissions décrypter l'actualité en lien avec ces nominations qui ont eu lieu hier au Gabon, nomination des vice-présidents, le vice-président de la République, le vice-président en charge de l'action de gouvernement, mais également la composition du nouveau gouvernement de la République, un gouvernement réduit à 30 membres, le précédent était de 35 membres. Quel enseignement d'ailleurs vous tirez, vous, Marcel Libama, par rapport à la taille de ce nouveau gouvernement? Bon, la taille pour moi, ce n'est pas quelque chose d'assez important. Ce qu'on recherche, c'est l'efficacité, ce qu'on recherche, c'est les actions sur le terrain, que ça impacte nos populations, que nous puissions résoudre les maux dont souffre notre pays. Donc pour moi, la taille du gouvernement n'est pas aussi significative dans le sens du travail. Mais les contextes évidemment ne sont plus les mêmes, mais on sait qu'au Gabon, on a eu dans les années 80, 90 même, de gouvernements que d'aucuns jugeaient pléthoriques, avec une quarantaine de membres ou plus de 40 membres. Avoir un gouvernement aujourd'hui, Pascal Nkoulou, réduit à 30 membres, est-ce qu'on peut considérer ça comme une forme de bon qualitatif? Il faut partir du principe que le premier des responsables de ce gouvernement, c'est avant tout le chef de l'État. Le chef de l'État, comme vous le savez, c'est un militaire de carrière. Et par principe, dans l'armée, on dit que c'est le terrain qui guide la manœuvre. Ils en tiennent donc à l'essentiel de ce qui est aujourd'hui imposé par les populations. Vous l'avez écouté au jour de sa prestation de serment, il a dit qu'il va se consacrer à œuvrer pour que le Gabon retrouve ses lettres d'antan. Donc il y a déjà par rapport au gouvernement une volonté de marquer la rupture avec ce qui se faisait avant, parce qu'effectivement, lorsque vous avez une population d'à peine, à l'époque on était dans les 1 million, 2 millions 3, et que vous avez 50 ministres, c'était presque ridicule. Les États-Unis, vous avez 12 ministres depuis la nuit des temps, donc ce n'est pas le nombre des portefeuilles ministériels qui traduit la volonté de production en termes d'efficacité ou des résultats à obtenir, mais beaucoup plus la capacité de l'équipe gouvernementale à s'approprier à la fois l'impératif de volonté de souveraineté de la nation, mais aussi la réponse apportée à la demande sociale. Et là, un gouvernement de 30 membres,
on voit bien qu'il y a eu, dans le cadre de ce gouvernement, l'entrée des personnalités telles que M. Henri-Claude Ohima, qui viennent là pour des missions précises d'économie, de finances. Il y a un regroupement de ces ministères. Vous avez l'autre numéro 2 de ce gouvernement, c'est M. Barrot-Chambrier, qui était déjà dans l'ancienne équipe conduite par M. Raymond Donsima en charge de la planification. Donc, le président veut aller à l'essentiel. C'est pour cela que ce n'est pas le nombre de ministres qui déterminera sa capacité à travailler, mais les objectifs qui s'est fixés. On peut donc s'attendre à voir une équipe gouvernementale très soudée, d'autant plus qu'il n'y a plus trop, je dirais, de marge entre eux et le président de la République, qui, lui, est devenu le premier responsable du gouvernement de manière à inciter une action beaucoup plus diligente à chaque fois. Alors, Jean-Christian Kobila, est-ce que cette contraction de certains départements ministériels obéit à une logique d'efficacité de l'action gouvernementale? Assurément, parce que le gouvernement tel qu'il se présente ici est un gouvernement de mission. Et il suffit de lire l'intitulé du premier des ministres d'État qui intègre la lutte contre la vie chère, autrement dit contre les précarités galopantes, contre la misère et la paupérisation, n'est-ce pas, qui ont gagné les populations de notre pays jusqu'aux confins du territoire. C'est un gouvernement qui est en totale rupture avec ce qui se faisait par le passé. Ce n'est pas un gouvernement dans lequel on retrouve des personnalités politiques emblématiques. On n'est plus dans un gouvernement où on retrouve des chefs de partis politiques, n'est-ce pas, ou des chefs de factions rivales de partis politiques. C'est donc un gouvernement essentiellement composé de personnalités qui ont fait leurs preuves aussi bien dans le monde diplomatique que dans la haute administration et le monde des entreprises. C'est donc un gouvernement de technocrates qui s'inscrit dans la continuité, n'est-ce pas, de l'efficacité de l'action politique que l'on a observée au cours de la période transitionnelle. Donc, un gouvernement gagné par l'esprit de reconquête de notre souveraineté économique, de reconquête, n'est-ce pas, de la dignité à rendre aux Gabonais par l'exécutif. Marcel Libama, alors, on sait que Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de gouvernement, a implémenté une dynamique, une gouvernance basée sur l'inclusivité, le caractère inclusif de son action à la tête du Gabon depuis le 30 août 2023. On a vu donc cet ensemble des forces vives de la nation mobilisées pour porter sa candidature durant l'élection présidentielle, et on a cru que cette composition de gouvernement devait être tributaire de cet écosystème-là qui a cours au Gabon depuis le 30 août 2023, qu'il devait être redevable à l'ensemble des différents corps sociaux qui composent cet écosystème-là. Et le constat qui est fait, Jean-Christian Kobila parlait de l'absence des figures titulaires du landorno politique. Comment vous expliquez ça justement? Moi, j'ai du mal, je ne vous donnerai pas une explication satisfaisante, mais moi, je regarde ce gouvernement à l'aune du discours du président de la République, je crois le 19 septembre, lors de la signature et la promulgation de la Constitution. Ouais. Alors, le président de la République disait ceci: la Ve République doit se placer aux antipodes de l'ordre ancien par sa gouvernance avec des nouveaux visages et des nouvelles méthodes. Mais je constate, pour sourire, que 24 sont reconduits. Ça veut dire qu'il n'y a que 7 entrants. Donc, il n'y a que 7 nouveaux visages. Parce qu'ils étaient 35 dans l'ancienne équipe. Voilà. Les méthodes. Je vois que la méthode n'est pas aussi différente que l'ancienne. Bon, restons d'abord sur les visages. Oui, c'est les deux vont de pair. D'accord. Vous savez que les visages et les pratiques, il faut en parler. C'est ça qui va amener à faire penser aux Gabonais qu'il y a eu changement, que nous sommes maintenant rentrés à la Ve République. C'est une nouvelle République, je vous avais. Donc c'est une nouvelle maison, hein, avec de nouvelles méthodes, avec de nouveaux visages, avec de nouvelles pratiques. Et alors, lorsqu'il parle de méthode, et je constate que c'est la même méthode
qu'Omar avait utilisé pour désigner le Premier ministre. Vous savez que le Premier ministre est toujours, quand Omar était président, était toujours l'estuaire. Vous savez que quand Omar était là, le vice-président de la République était toujours Fong. Or, beaucoup d'entre nous pensions... Non, pour nous. Exactement, était pour nous. Et là aussi, c'est le même schéma qui se répète avec un relent de géopolitique. Alors que le Gabon devait faire preuve, pour ma part, d'audace, que les critères soient un peu, qu'on essaie aussi de mettre un peu le mérite, la compétence, l'expérience et l'ensemble des valeurs. Et je vous donne un exemple pour comprendre cela. Vous savez par exemple qu'en France, par exemple, l'ordre de préséance du gouvernement aussi est une indication sur ce que va faire le président de la République. En France, par exemple, vous allez voir que le premier des ministres, c'est Mme Elisabeth Borne. Elle, c'est l'éducation. Il est suivi par Nicolas Hulot. C'est l'environnement. Ça a un sens chez les autres. Or, chez nous, on commence par la finance. Et là, je vais paraphraser le président Hollande. Il disait, mon ennemi, c'est le monde de la finance. Il ne participe pas aux élections, mais c'est lui qui dirige. Donc, cette indication en dit long. On va peut-être revenir. On va revenir sur l'ordre de préséance. L'ordre de préséance aussi est une indication. Lorsque le président parle des valeurs républicaines que nous devons mettre en valeur, lorsqu'il parle de l'état de droit, et moi je pense que le pilier central de l'état de droit, c'est la justice. On aurait dû, de mon point de vue, comme parmi les ministres, sur le plan protocolaire, faire un ministère d'État, un ministre d'État, le ministre de la Justice. En ce qui concerne les valeurs, on aurait pu faire du ministre de la Culture un ministre d'État. Ça aurait donné quand même une orientation aux Gabonais, aux Gabonaises pour dire que la justice, les valeurs seront vraiment au cœur de cette gouvernance. Pascal Koulou, on a évidemment fait une édition spéciale le dimanche dernier, donc la veille de la composition de ce nouveau gouvernement. Je vous demandais déjà, je vous posais la question, est-ce que vous pensez que ce gouvernement-là sera composé par dose homéopathique en termes de changement? Alors là, il y a 24 ministres de l'ancienne équipe qui sont restés dans cette nouvelle équipe, juste 7 ministres sortis. Comment vous interprétez ça? Est-ce que ça revient à ce que vous aviez développé dimanche dernier, à savoir que peut-être que cette composition se fait également à l'aune de l'organisation des prochaines échéances électorales? Il y a à la fois les deux approches. La première approche est une approche pratique. Contrairement à ce que M. Marcel Ibama pense, lorsque l'on regarde la situation du Gabon d'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de redresser l'économie. Tout le monde le sait. La dette de notre pays, les besoins d'asseoir une économie locale, le besoin de développement de notre tissu artisanal, le besoin de relever la petite PME, le besoin de reconcentrer l'épargne nationale. Sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Donc ce n'est pas fait dans le but de dire qu'on est dans les chemins anciens, pas du tout. La deuxième observation de taille, c'est que lorsque vous avez en charge d'un ministère reconcentré comme l'économie et les finances et que vous avez le patron de ce département ministériel qui était lui, le patron des entrepreneurs du Gabon, ça veut dire que le chef de l'État cherche à établir un lien direct entre les besoins en termes de fiscalité, de souplesse d'initiative d'entreprise pour rebooster la consommation. Il parle de justice. Quelle justice vous aurez quand les gens ont faim? Or, pour que les gens mangent, il faut que l'économie tourne. Pour que l'économie tourne, il faut que le pays soit capable de rembourser sa dette et d'emprunter de nouveau. Comment vous faites ça si vous priorisez la culture? La culture elle-même, pour être beaucoup plus visible sur les canaux d'aujourd'hui, il faut de l'argent. Donc ça, c'est un élément important. Il ne faut pas verser dans une forme de nostalgie inutile. Ça ne sert à rien. Par rapport au fait qu'il y ait des reconductions des postes, mais là aussi, il y a un besoin de continuité. Le président de la République était en marge d'avis politique. Il a fait ce qu'on va considérer comme étant un essai grandeur nature de la gouvernance d'un État. Et au cours de cet essai, il a découvert des aptitudes chez des citoyens gabonais qu'il ne connaissait pas, avec qui il n'avait jamais collaboré. Il vient d'avoir un mandat pour 7 longues années. 7 longues années, moi je schématise en disant que c'est le temps où vous faites un enfant, il arrive jusqu'en cas de CM2. Donc c'est important 7 longues années. Alors vous n'allez pas pour des besoins, je ne sais pas comment définir ça, d'opinion, procéder à des renouvellements alors que vous avez la nécessité de poursuivre une œuvre entamée. Il n'a que 18 mois. C'est donc important à ce niveau qu'on nous retrouve. Et
pour être précis, les ministres reconduits, la plupart des domaines stratégiques ont conservé leur portefeuille. Vous parlez des ministères régaliens. Voilà, donc c'est important. Et ça veut dire que le président est au fait des responsabilités qui le lient au peuple gabonais par l'entremise de son projet de société. Jean-Christian Kombila, avant d'entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne l'ordre de préséance en rapport avec la composition de ce nouveau gouvernement, on va rester justement sur sa taille. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une forme de frilosité, un refus de prise de risque en le renouvelant entièrement, ce gouvernement-là? Non, déjà, je voudrais dire à M. Libama que comparaison n'est pas toujours raison. Et il faisait allusion à l'équipe gouvernementale en France en mentionnant le positionnement de Mme Borne. Mais Mme Borne est une ancienne première ministre. Et lorsque on a été Premier ministre... Je crois que là, il a pris l'exemple d'un ancien... Un exemple d'un ancien gouvernement. Moi, je prends les intitulés des ministères. D'un ancien gouvernement. Parce que l'actuel Premier ministre aujourd'hui en France est François Bayrou. Oui, c'est ce que je voulais dire. S'occupait de l'éducation, l'autre s'occupait de l'environnement. C'est ce qui est important. Ce n'est pas le nom de Hulot ou de Borne qui est assez intéressant. Ça donne aussi une orientation. Parce que la formation d'un gouvernement montre aussi l'orientation vers laquelle on va revenir sur ce point tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on a été Premier ministre dans un gouvernement sortant et que l'on est reconduit au gouvernement dans le gouvernement qui arrive, il y a souvent de fortes chances que l'ancien Premier ministre devienne le premier des ministres sous l'autorité du nouveau Premier ministre. Et nous l'avons eu dans notre pays lorsque, n'est-ce pas, Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, est devenu ensuite ministre des Affaires étrangères. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, c'est que la constitution d'un gouvernement, la structuration d'un gouvernement correspond aux défis du moment que doit relever, n'est-ce pas, l'exécutif. Et dans notre pays, les questions, n'est-ce pas, de vie chère, de précarité galopante, n'est-ce pas, de misère, de paupérisation sont au cœur, n'est-ce pas, des problématiques de ce gouvernement-là. Et pour éviter la fracture sociale au sein de la nation, il faut répondre aux urgences. Ces urgences concernent l'économie, ces urgences concernent le social. S'il vous plaît, vous allez garder justement cette idée-là, mais pour nous aider à peut-être mieux comprendre en ce qui concerne l'ordre de préséance dont a parlé Marcel Libama par rapport à la composition de ce nouveau gouvernement, on va rapidement regarder ce reportage parce qu'en marge de la cérémonie d'investiture du 3 mai dernier, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu plusieurs personnalités au palais de la présidence de la République et parmi lesquelles le président de la Banque africaine de développement. Et vous allez écouter le propos justement du président de la BAD à ce sujet et ça nous donnera davantage d'indications. On regarde. Cette rencontre entre le président de la République et le président de la BAD a été placée sous le signe de la coopération et de la reconnaissance des efforts engagés par le Gabon. Très satisfait des résultats enregistrés depuis la prise de fonction du nouveau président, Akinwumi Adesina a tenu à adresser personnellement ses félicitations au chef de l'État. J'ai profité de l'occasion de le saluer pour m'avoir invité à son investiture. Il lui avait dit que le peuple gabonais l'avait beaucoup soutenu. Ça montre la confiance que le peuple gabonais a dans la présidence. Et deuxièmement, ça montre aussi la capacité du président d'avoir à gérer une transition dans une façon, à mon avis, excellente, dans une façon pragmatique. Et c'était clair, avec beaucoup de confiance dans tout le monde en lui. Et nous avons eu une situation dans laquelle la transition a été bien faite. Le président de l'institution financière s'est dit impressionné par la vision stratégique portée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Une vision ambitieuse qui vise à repositionner le Gabon sur la scène régionale et internationale. J'ai une admiration de la vision qu'il avait déjà posée. Maintenant, c'est pour le soutenir d'arriver au résultat escompté. Il y avait assuré le président de la soutien fort de la Banque africaine de développement derrière lui, derrière le gouvernement. Et je pense que c'est clair pour moi que le président est bancable et nous, on est en banque, donc on va le soutenir pour qu'on rentre les choses bancables.
Réaffirmant l'engagement de la BAD aux côtés du Gabon, l'institution panafricaine entend demeurer un partenaire clé du pays. Elle entend soutenir les projets structurants ainsi que les politiques publiques orientées vers un développement durable. Voilà, c'est dans la substance de cette audience que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé à Kindoumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement, la BAD, disposé à continuer à accompagner le Gabon dans son processus de développement, notamment en ce qui concerne la mise en relief des infrastructures de développement. Et ce 5 mai, le président de la République a également échangé, rencontré des partenaires financiers qui ont accompagné la transition depuis le 30 août 2023. On est toujours sur le terrain lié à la finance, à l'économie. On repart du côté de la régie donc pour ce reportage qui nous fait le point avec nos confrères de la presse présidentielle sur ces échanges entre Brice Clotaire Oligui Nguema et les partenaires financiers du Gabon. Cette rencontre tenue au cabinet de travail du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques historiques entre Libreville et Pékin. Porteur d'un message personnel du président Xi Jinping, Mu Wang est venu réaffirmer la volonté ferme de la Chine de poursuivre et d'approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines stratégiques. C'est une audience accordée à l'envoyé spécial du président chinois, son Excellence M. Xi Jinping, pour l'investiture du nouveau président gabonais, son Excellence M. Oligui Nguema. Et ils ont évoqué l'amitié et la coopération traditionnelle entre nos deux pays. Et l'envoyé spécial de la Chine a réitéré la volonté de la Chine de renforcer l'amitié et la coopération entre la Chine et le Gabon pendant le nouveau mandat du président Oligui Nguema. L'émissaire chinois a salué la qualité des relations sino-gabonaises et exprimé l'entière disponibilité de son pays à accompagner le Gabon et a également évoqué les perspectives de partenariat économique, notamment dans les secteurs des infrastructures et bien dans d'autres domaines. Nous allons renforcer les secteurs traditionnels, par exemple l'infrastructure. Ils ont mentionné le projet de l'aménagement du bâtiment de Sénat et ils ont mentionné aussi le projet de la construction du bâtiment du ministère des Affaires étrangères et aussi le projet de l'hôpital d'Oyem. Ils ont mentionné aussi la coopération potentielle, c'est-à-dire de l'investissement chinois au Gabon et aussi peut-être une zone économique en Chine. Cette audience témoigne de l'importance stratégique que les deux nations accordent à leur partenariat établi depuis plusieurs décennies et qui continue de se renforcer dans un contexte géopolitique en constante évolution. Voilà, c'était donc là cette audience que le président de la République a accordée à un émissaire du président de la République populaire de Chine. Les deux personnalités ont évoqué des questions liées au raffermissement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Chine, les points relatifs à l'accompagnement de la Chine, l'accompagnement donc de la Chine au Gabon dans le cadre de la construction d'un ensemble d'infrastructures de développement, notamment dans le domaine de la santé, a été évoqué avec Brice Clotaire Oligui Nguema, qui multiplie donc les partenariats avec les puissances mondiales afin de pouvoir soutenir justement ce processus de développement du Gabon. On devrait pouvoir avoir ce reportage qui nous fait le point sur cet échange que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a eu avec des partenaires financiers qui sont au chevet du Gabon, qui soutiennent et accompagnent le Gabon depuis le 30 août 2023. Ensuite, on revient derrière. Sur une note d'approbation générale, la prestation de serment du stade de l'amitié d'Angonji s'est achevée. Au Palais Rénovation, dans la soirée, le président de la République, officiellement investi dans ses fonctions, a tenu à recevoir ses convives. À tour de rôle, les responsables d'organismes internationaux
et les chefs d'État présents à cet événement solennel se sont succédés pour féliciter et partager des instants privilégiés avec le leader du Gabon. Terre d'accueil et de tradition hospitalière, le Gabon, avec ses illustres invités aujourd'hui, célèbre son entrée dans la Ve République. L'instant de ces échanges, de ces entretiens qui vaut son pesant d'or est l'occasion toute offerte. Voilà, on était là sur cette audience que le président de la République a accordée aux représentants des organismes internationaux qui ont donc assisté lors de cette cérémonie de prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema. On a montré tout à l'heure, Jean-Christian Kombila, ce reportage de cette audience que le chef de l'État a accordé à Kinoumi Adesina, le président de la BAD, la Banque africaine de développement. Et vous avez écouté le propos du premier responsable de la première banque dédiée au développement du continent africain, fier justement d'accompagner le Gabon, de soutenir le Gabon sur le plan économique, financier, dans les domaines liés à la réalisation d'un ensemble d'infrastructures. Oui, la Banque africaine de développement accompagne notre pays dans la construction d'un certain nombre d'infrastructures socio-économiques de base. Au cours de cette audience, le premier responsable de cette institution financière multilatérale a réaffirmé l'engagement de l'institution, n'est-ce pas, à accompagner le nouveau pouvoir démocratiquement élu par le peuple gabonais. Il faut se rappeler que le président de la République, bien avant d'aller à cette élection présidentielle, s'est employé à honorer tous les engagements du Gabon, aussi bien auprès de cette institution financière qu'auprès des institutions financières de Bretton Woods. Donc cette volonté de notre pays de coller à ces engagements, d'être au rendez-vous, n'est-ce pas, de la parole donnée, n'est-ce pas, cette volonté-là, le président l'a réaffirmé, n'est-ce pas, au cours de la cérémonie d'investiture. C'est donc de bon augure que de voir la BAD et d'autres institutions, d'autres partenaires au chevet du Gabon, au moment où notre pays, n'est-ce pas, a à cœur de développer un certain nombre d'infrastructures en lien avec la construction des routes, la construction des ponts et même la construction d'autres infrastructures importantes, n'est-ce pas, créatrices d'emplois. Alors, Marcel Libama, puisqu'on est dans le registre consacré donc à l'ordre de préséance dans cette nouvelle équipe gouvernementale, est-ce qu'après que le président de la République ait reçu le président de la Banque africaine de développement, qui est venu réaffirmer l'engagement de la BAD à continuer à accompagner le Gabon, après qu'il ait échangé avec des partenaires stratégiques du Gabon sur le plan financier qui soutiennent justement les réformes qui sont lancées depuis le 30 août sur le plan économique, peut justement justifier le fait que par rapport à l'ordre de préséance, on ait ce ministre de l'économie, des finances, des participations, de la dette et de la lutte contre la vie chère qui occupe la première place dans l'ordre protocolaire. Oui, bon, moi, quand Pascal parle de nostalgie, j'en ris un tout petit peu. Mais ce que j'ai envie de dire, que ce n'est pas l'économie, ce n'est pas les finances qui sont au-dessus de tout. C'est d'abord l'homme qui est au centre. Moi, je suis très attaché aux valeurs, à l'éthique. Il peut venir faire la bonne économie, gérer bien les finances, mais si cet argent-là est dilapidé, si la corruption est toujours à ce niveau, ça ne va rien donner. Donc, vous voyez les pays comme l'Inde, on met d'abord l'accent sur les valeurs, l'accent sur l'éthique. Parlons-en. Quand vous avez ce ministère-là, ce mastodonte-là, chaque fois, regardez au Gabon, parfois c'est le ministère de l'économie et des finances, des fois l'économie ailleurs, les finances, ça joue au yo-yo. Ça veut dire qu'on n'arrive même pas à nous entendre sur ce domaine-là. Ça c'était avant. Ça continue, mais vous savez, tout est symbole dans les nominations. Celui qui arrive là, c'est le patron des patrons. Celui qui arrive là, c'est le patron de BGFI. La holding. La holding. Et moi, je suis un acteur de la lutte contre la corruption. Et vous savez que les détournements de fonctionnaires, la plus grosse somme se trouve dans les banques de BGFI. Ce n'est pas la BICIG, ce n'est pas à l'UGB. Donc, vous savez les affaires dans lesquelles BGFI est plongé, hein, que ce soit au Congo Kinshasa ou au Congo Brazzaville. Mais pour moi, c'est un signal qu'on envoie.
Attention aux hommes de la finance. Nous avons essayé cet exercice avec Émile Ndoumba et bien d'autres. On a vu que c'est pas aussi facile. Et on a vu aussi par le passé, ceux qui connaissent un peu l'histoire, Libreville se construit avec, comme ministre des Finances, Jérôme Okinda. Toutes ces voies-là, ces boulevards triomphales et autres, c'est à cette époque-là. Donc, il ne faut pas vite s'enthousiasmer. Il peut y avoir dans cette nomination une odeur de conflit d'intérêts. Parce que jusqu'à présent, à ce que je sache, il n'a pas encore démissionné de BGFI. Parce que maintenant, les nominations, oui, chez les autres, maintenant, il y a une enquête de moralité. Chez tous les ministres. Il faut le faire sur le plan fiscal, sur le plan autre. Donc, il peut y avoir, parce que la BGFI a toujours aussi géré les comptes pour l'État gabonais. Et le patron de BGFI va devenir aussi quelque part le patron de toutes les autres banques. Donc, il aura accès à des informations stratégiques que les autres n'auront pas. Donc, il faut faire très attention. Cette nomination, de mon point de vue, mérite d'être encadrée pour que la concurrence, pour que le conflit d'intérêts ne prenne pas le dessus. Nous l'avions dit hier, quand M. Opiang est passé. Je le disais à l'Assemblée nationale, que ce monsieur était déjà dans les mines, était déjà dans les carrières et autres, et ça n'a pas loupé. Ça a rattrapé. Donc, moi, ce qui a tué, rappelons-nous, que ce qui a toujours tué, et une partie qui a tué le système d'Ali Bongo, c'est que la plupart de ses collaborateurs et de ses ministres n'étaient pas des politiciens, étaient beaucoup plus des hommes d'affaires. Chacun avait une entreprise, soit dirigée par lui-même, par sa femme, par son neveu ou par ses affiliés. Et ça a donné ce que ça a donné. Et l'illustration, c'est la gestion des fonds Covid. Chacun a servi à son entreprise. Donc cette nomination, pour ceux qui connaissent vraiment la finance, ceux qui luttent contre la corruption, ceux qui connaissent un certain nombre de choses, ça inquiète plus que ça rassure. Mais je vais dire une chose, hein, ça ne dénie pas à l'homme toutes les compétences, parce que le BGFI, il faut le dire, hein, que c'est un peu l'ambassadeur, c'est la vitrine du pays. Quand je vais à Douala, quand je vais à Madagascar, quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez à Brazzaville, vous allez à Kissou, vous voyez l'enseigne de BGFI, c'est une fierté nationale. Nous voulons même qu'il y ait beaucoup des maniants de la banque, du bois, du bâtiment au Gabon pour emboîter le pas à M. Oyibe, qui est un gestionnaire qui ne peut plus être contesté sur le continent africain. Pascal Koulou, alors est-ce que ces inquiétudes relevées par Marcel Libama peuvent suffire à inquiété par rapport à la nomination d'Henri-Claude Oyima comme ministre des Finances, ministre de l'économie, chargé des participations, mais également la dette, la lutte contre la vie chère. On sait qu'en Afrique centrale, il y a des institutions financières et bancaires qui ont développé des mécanismes qui mettent en relief tous les aspects liés à la traçabilité, à la lutte contre le blanchiment d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, la nomination d'Henri-Claude Oyima peut être remise en cause? Je crois que M. Marcel Libama lui-même a balayé d'un revers de la main toutes les inquiétudes qu'il a exprimées en disant qu'il reconnaît dans la capacité de l'ancien président de BGFI Holding la possibilité de trouver des solutions là où peu de personnes auraient réussi à sortir une issue. Mais d'une fois qu'il le dit, moi j'ai du mal à comprendre qu'il exprime autant d'inquiétudes, reconnaissant que BGFI Bank est devenue la vitrine de la compétence de nos entrepreneurs nationaux. Bon, à ce niveau, comment voulez-vous que j'adhère à ces inquiétudes? Et ensuite, l'élément clé qu'il faut lire dans la dénomination du ministère qui a été confiée à M. Oyima, indépendamment du fait qu'on parle d'économie et des finances, c'est la vie chère. Or, comme vous le savez, qu'est-ce qui fait en sorte que le panier de la ménagère se vide? Mais c'est la fiscalité. La fiscalité à plusieurs niveaux, sur le plan de la TVA, sur le plan de la fiscalité douanière, sur le plan de l'étendue du marché. Or, vous avez, pour une fois, et il faut le reconnaître, je l'ai dit, pour une fois au Gabon, quelqu'un qui a fait la démonstration qu'il peut conduire une entreprise sur une très longue durée et la rendre performante sans la faire couler. J'espérais qu'il allait le dire, parce que par rapport à tout ce qu'on a toujours vécu, toutes les entreprises ont coulé. BGFI Bank est devenu le principal pourvoyeur en termes de soutien des projets réalisés par l'État gabonais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Oyima a une mission délicate,
c'est de ramener la confiance dans le cadre de la consommation. Ce qui booste l'économie, c'est la capacité des citoyens à accéder aux produits qui sont offerts sur le marché gabonais. Or, ce qui rend le produit accessible, c'est les différents contrôles en termes de discussion, engagement et négociation que peut entreprendre le ministre de l'économie pour faciliter ce développement entre les entrepreneurs qui apportent de la valeur ajoutée et le consommateur qui accède à leurs produits. Vous avez là quelqu'un qui rassemble à la fois ce qui est difficile à trouver ailleurs, c'est-à-dire un ancien patron, mais également quelqu'un qui fait une sorte de comeback pour dire « je me sacrifie pour ma nation ». Mais c'est extraordinaire. Est-ce qu'on doit simplement y voir un grand patron qui revient contre le financement? Il ne gagne sur le plan personnel absolument rien. C'est un retour au sacrifice pour son pays. Parce que lorsqu'on est PDG de la holding BG Fibank, je vous assure, c'est à la limite l'ami de tous les chefs d'État de l'espace francophone. C'est l'ami de tous les grands industriels. C'est ça la holding. C'est-à-dire il a su repartir les parts de BG Fibank pour s'investir dans tous les secteurs d'activité en ce qui concerne le BTP. C'est quelqu'un qui aujourd'hui peut ramener les investisseurs non seulement dans notre pays, mais rassurer ceux qui sont déjà là, qui craignent par rapport à la dette intérieure, parce que, M. Libama, vous-même, vous avez conduit, en tant que syndicaliste de l'éducation nationale, des grèves par rapport au fait qu'il y avait des retards dans le traitement salarial des agents publics, dans la révalorisation d'un certain nombre de positions et de situations administratives qui vous étaient accordées. Mais pourquoi est-ce que ces retards existent? Parce que seulement les caisses de l'État ont des difficultés à assumer on ne gère pas l'État, on ne gère pas l'État comme on gère une entreprise. L'État a les usagers, une entreprise a des clients. C'est pas la même chose. Monsieur Libama, c'est pas la même chose. L'État quelquefois aussi vit d'un certain nombre de protocoles et de procédures. L'État n'est pas une machine qui embrasse tout, non, l'État obéit à des paramètres. L'un de ces paramètres principaux, c'est la taxe. D'accord. On va écouter Jean-Christian Kombila. Rapidement, Marcel Libambe. Les puissances économiques et financières sont d'abord des puissances économiques, scientifiques, éducatives. Le Japon, vous pensez que c'est l'économie, c'est la finance? Non. Il doit aussi sur sa culture, sur des valeurs. Moi, j'insiste. Et j'insiste, ce qui nous a toujours tués, c'est le manque de patriotisme, le manque d'éthique, les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts. Donc, voilà quelqu'un et dans ce dossier-là, sur une volonté on est à la lisière de dire, des conflits d'intérêts. Je me départis de tout ce que j'ai comme ossature personnelle pour m'investir au fin de mieux contribuer à relever mon pays. Sur le plan personnel, la réussite est évidente. Maintenant, sur le plan, en tant que citoyen gabonais, je rentre au gouvernement pour apporter mon expérience. On a compris évidemment que Pascal Koulou, Marcel Libama, on a compris évidemment qu'il y a des questions urgentes du moment auxquelles il faut apporter des réponses. C'est l'exigence de Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui pour répondre aux préoccupations qui minent le vécu quotidien des populations dans notre pays, le Gabon. Alors le 3 mai dernier, lorsqu'il a prêté serment au stade de l'amitié sino-gabonaise, Marcel Libama l'a évoqué tout à l'heure, le président de la République a, aux yeux du monde et devant ses pairs qui sont venus assister à son investiture et devant le peuple gabonais qui est venu par milliers de quatre coins de Gabon assister à cette cérémonie d'investiture, Brice Clotaire Oligui Nguema a martelé à la face du monde qu'il allait lutter contre la corruption. Il prône la corruption zéro désormais. Est-ce que face à cette volonté qu'on espère ne pas être une simple vue de l'esprit, mais traduite en actes, vous voyez le rôle joué par le ministère de la Justice? Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Séraphin Ancouré-Davin, pour accompagner justement cette vision-là de lutte contre la corruption lorsque Marcel Libama insiste sur le conflit d'intérêts en ce qui concerne la nomination d'Henri-Claude Oguima à la fonction de ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère.
Oui, si l'on écoute les craintes de Marcel Libama, on est en droit de citer logiquement Victor Hugo qui disait qu'en ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir. Le droit, c'est d'abord respecter, faire respecter l'état de droit. Et le président de la République, dans son discours d'investiture, n'est-ce pas, au stade de l'amitié sino-gabonaise, s'est engagé, n'est-ce pas, à promouvoir dans notre pays l'état de droit. Il s'est engagé à lutter, n'est-ce pas, contre la corruption. Et promouvoir l'état de droit, c'est faire en sorte que dans l'administration, n'est-ce pas, le droit soit le bréviaire, n'est-ce pas, des fonctionnaires. On sait que dans notre pays, les fonctionnaires ont parfois été pointés du doigt et souvent été qualifiés de ponctionnaires, comme s'ils ponctionnaient, n'est-ce pas, les finances publiques. Et donc le président de la République s'est engagé à appliquer la loi, à lutter, n'est-ce pas, contre l'impunité, à lutter contre la corruption. Et donc, oui, le ministre de la Justice est attendu au tournant, le ministère de la Justice est attendu au tournant. La Ve République, n'est-ce pas, que nous appelons de nos voeux, ne saurait s'accommoder, n'est-ce pas, des contorsions du droit, ne saurait s'accommoder, n'est-ce pas, de l'impunité, n'est-ce pas, qui a trop fait de mal à notre pays. Donc oui, n'est-ce pas, cette volonté doit être concrétisée sur le terrain et nous attendons, n'est-ce pas, de juger, n'est-ce pas, les premiers pas du nouveau gouvernement à la fin des 100 premiers jours pour avoir une orientation précise, n'est-ce pas, de la direction prise par l'action publique. Alors, peut-être rappeler évidemment à l'endroit des téléspectateurs qu'on est dans une nouvelle configuration en ce qui concerne cette nouvelle architecture institutionnelle, ce nouveau régime donc dans notre pays. Rappelez que le président de la République est bel et bien chef du gouvernement. Autant il était facile dans le régime précédent de faire passer évidemment le Premier ministre pour le fusible idéal, autant là, on a le président de la République en même temps chef du gouvernement. Parce que vous venez de parler du ministre de la Justice qu'on attend au tournant, mais le chef du gouvernement, c'est le président de la République lui-même, Marcel Libama. Donc à partir de ce moment-là, Brice Clotaire Oligui Nguema est lui-même devant la réalité de faire ce qui concerne cette nouvelle configuration dans laquelle on est. Donc il y a le ministre de la Justice, certes, mais celui qui donne le tempo, le là, c'est le président de la République désormais. Ouais, c'est ce qui nous rassure dans cette architecture. Celui qui rassure plus que tout le monde, c'est le chef du gouvernement. Parce qu'on compare toujours un peu avec la gouvernance antérieure. Ali, c'était quelqu'un qui faisait confiance et qui ne contrôlait pas. Mais le chef du gouvernement actuel, vraiment, il a cette propension à contrôler. Et c'est une très bonne chose. Il est toujours sur le terrain, il fait vérifier, il fait faire des contrôles. Moi, j'en ai vu, surtout avec des militaires, du génie militaire. Il les utilisait partout. Chaque fois qu'il est dans une localité, même en visite privée, il prend la peine d'aller visiter. Et ça, c'est un gage de succès. Mais vous avez touché quelque chose de fondamental. La corruption. C'est le mal de ce pays. La corruption. La corruption. Alors, vous allez voir qu'elle n'est pas traitée de manière significative dans ce gouvernement. Quand on voit l'ampleur du niveau de la corruption chez nous, il devait y avoir un département qui est consacré à cela. J'étais à l'Assemblée nationale, M. Sinela. J'ai vu lorsqu'on examine les budgets de chaque département ministériel. Mais rien, je dis bien rien, n'est pratiquement consacré à la lutte contre la corruption. Nous n'avions même pas un outil de lutte contre la corruption. On a remplacé la NEVEA qu'Ali avait laissé, la NAVEA. La NAVEA nous a fait gagner à peu près de 700 milliards dans le cadre de la lutte contre la corruption. On a remplacé par un conseil, le contrôle d'État. Nous sommes à la fin, on ne sait pas les résultats. Donc, la corruption devait être au cœur de cette gouvernance. C'est-à-dire que dans chaque département ministériel, il devait y avoir une cellule de lutte contre la corruption.
corruption. Et on connaît les ministères corrompus. Il y a une dizaine, je n'ai pas besoin de toutes vous les citer, parmi lesquels le ministère des Finances, avec ses départements, les douanes, les impôts et autres, c'est dit. Les régies financières? Mais c'est une étude qui a été faite par le PNUD. Hein. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Donc, cette question de la corruption est prise vraiment à la légère. On peut aussi ajouter que ce gouvernement-là est aussi un gouvernement de reconnaissance et de récompense. Parce qu'il faut connaître aussi que ce gouvernement a joué, a travaillé dans le sens de la réélection du président actuel. Il ne pouvait pas, du coup, comme ça, les chasser. Il fallait les remercier. C'est ça, en fait, la campagne aussi. C'est un peu comme si on va à la chasse. Quand on tue le gibier, il faut tous ceux qui ont participé à la chasse, il faut chacun devrait avoir quelque chose. Mais, je le redis, en termes de nouveaux visages, il n'y en a que 7. Et il y a le grand absent. Moi, je dis, c'est la corruption. Parce qu'on ne sait pas quel département traite réellement de la corruption. Et l'autre chose qu'il faut dire, là, c'est de l'expérience que j'ai eue à l'Assemblée nationale. On a vu les ministres défiler. Mais ce n'est pas terminé. Non, les prochaines échéances électorales auront lieu au mois de septembre prochain. Dans la plupart il vous reste encore quoi, 4 mois, non, député de la transition. La plupart de ces ministères-là, ils n'ont pas de politique publique. Nous n'avons pas de politique publique en matière de communication. Nous n'avons pas de politique publique en matière d'habitat. Nous n'avons pas de politique publique en matière de transport. Nous n'avons pas de politique publique en matière d'éducation. Nous n'avons pas de politique publique dans tout. Nous n'avons pas de politique publique. C'est pas l'onéant quand même. Mais oui, parce qu'il n'y a que des politiques. Lorsqu'un problème se pose à un pays ou à un secteur ou à un groupe de Gabonais, on ne peut résoudre ça que par la mise en place d'une politique publique. Et quand on a mis cette politique publique, ça fait en sorte que, quelle que soit l'alternance au niveau des ministres, on pourrit cette politique-là. Mais comme il n'y a pas de politique, chacun arrive, fait ce qu'il a à faire. Ce qu'il a à faire. Donc, il faut aussi combattre cela. Et j'ai dit que le président de la République, les 100 premiers jours, va permettre aux Gabonais de voir le ton, l'orientation que le président va donner dans la gouvernance du pays. Donc, ils sont attendus au pied du mur. Il faut saluer la présence des femmes. Je crois qu'il y en a près d'une dizaine. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On peut encore aller un peu plus loin. Mais c'est déjà un effort considérable. Pascal Nkoulou, alors est-ce que ces réserves émises par Marcel Ibama ou cette inquiétude manifestée par rapport à la lutte contre la corruption, on a bien vu que durant les 19 ou 20 mois de la transition, il y a eu des faits de corruption avérés, des scandales qui ont éclaté. Il y a eu des hauts responsables de l'administration qui ont même été sanctionnés parce que s'étant rendus coupables d'actes de corruption, alors qu'on était en pleine transition sur un régime militaire. C'était quasiment inédit de voir qu'il y avait encore des Gabonais responsables à un niveau élevé de l'État qui malheureusement avaient des écarts de conduite dans la gestion des affaires publiques. Vous savez, M. Libama fait bien de sonner, comme on dit, de tirer la sonnette d'alarme, mais nous devons également ne pas omettre le fait que nous étions dans un régime d'exception. Le principal objectif du régime de transition, ce n'est pas d'élaborer les politiques publiques, c'est de voir un chronogramme qui permet d'arriver à une gouvernance ordinaire. Sur ce point, je crois que le CTRI et son président ont parfaitement réussi. C'était cela. Les autres missions endossées à cette période, c'est, comme on dit, les affaires courantes de l'État. On ne peut pas pouvoir, sans mandat, élaborer des politiques publiques. Non. Là, cette fois-ci, le président a été élu avec un pourcentage de 94% sur la base d'une présentation d'un projet de société. Donc, il a une vision, il a un projet qu'il va présenter et effectivement, à ce talon de ce projet, qu'on va pouvoir apporter les bons et les mauvais points. La première chose. La deuxième, c'est que, parlant de lutte contre la corruption, c'est vrai, tout le monde sait que dans ce pays, l'un des phénomènes les plus décriés et qui est à la base du sous-développement de notre pays, ce sont les détournements des deniers publics, la mauvaise gestion, détournement des projets, l'incurie de façon générale. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que le général de brigade Brice Clotaire Le Guinguema, président élu,
pourrait développer des mécanismes, des habitudes qui contrastent avec ce qu'on a toujours déploré? La réponse évidente, c'est oui. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, chaque fois qu'il a été signalé des situations de malversation, non seulement ces faits n'étaient pas étouffés comme dans le régime passé, mais ils étaient rendus publics et tout de suite ils procédaient à des arbitrages en disant, bon, écoute, telle administration, on a vu des directions générales entières être mises sur le côté, on a vu des directeurs généraux, des présidents de conseil d'administration démis de leurs fonctions et des poursuites judiciaires sont engagées contre ces personnes. Donc là, nous avons un exemple patent. Même son frère, Oui, François en a fait les frais justement de cette volonté manifeste de mater à la racine le plus important, c'est que c'était des personnalités au nom bien connu de ceux qui jouissaient d'une forme d'immunité totale sur la nature de leur malversation. Aujourd'hui, c'est terminé. Au moins, les Gabonais se réjouissent de ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a instauré la notion de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Donc, maintenant qu'il a un gouvernement civil, maintenant qu'il a 7 longues années pour implémenter sa vision et son dynamisme, surtout qu'il jouit de ce leadership populaire, et qu'il s'est entouré de personnalités qui ne souhaitent pas être comptables d'autres choses, si ce n'est des résultats importants par rapport à la situation d'aujourd'hui. Je crois que la corruption dans notre pays va effectivement être réduite à sa marge la plus incongrue, parce que le président lui-même l'a déclaré. Donc, attendons de voir qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre pour que ce mécanisme qu'il va employer soit à la fois de nature à décourager, de nature à protéger, mais également de nature à sévir, de façon à ce que tous ceux qui seraient tentés de se livrer à de telles pratiques soient punis de manière à ce que tout le monde sache qu'est-ce qui arrive à ceux qui détournent l'argent public. Moi, je crois que c'est ce que les Gabonais attendent. Et ça se fera certainement. Jean-Christian Kombila, donc il y a évidemment ces différentes réponses qu'il faut apporter en urgence pour répondre aux attentes des populations sur le plan social. Brice Clotaire Oligui Nguema a implémenté justement sa marque depuis le 30 août 2023 et on a bien vu qu'il a su impulser une dynamique et apporter certaines réponses par rapport à des situations qui étaient restées latentes, pendantes pendant plusieurs années dans notre pays. Il y a un autre point tout aussi important, puisque le Gabon s'apprête à vivre dans 4 mois, on va dire, des nouvelles échéances électorales à la faveur de l'organisation des élections jumelées, des élections de députés de l'Assemblée nationale et des élections locales qui vont consacrer le renouvellement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y a en toile de fond de l'organisation de ces élections le renouvellement ou la reconfiguration du paysage politique national. C'est une autre question importante, ce d'autant plus qu'à ce niveau-là, en ce qui concerne la politique, on a vu que les partis politiques sont restés plus ou moins en état de veille durant les 19 mois de la transition et que durant ces 19 mois-là, le Conseil national de la démocratie n'a toujours pas du tout été renouvelé. Il y a une configuration politique aujourd'hui qui fait qu'on ne sait pas quel appareil va conduire la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema pour ces prochaines élections, puisque le Rassemblement des bâtisseurs a stoppé sa mue, l'a différé. Le PDG, qui est l'ancien parti au pouvoir, a déjà annoncé qu'il va prendre part aux prochaines échéances. Il y a les autres formations politiques. Bref, comment voyez-vous cette situation sur le plan politique? Monsieur Libama, tout à l'heure, parlait de l'importance de la culture, parce que, en effet, il faut reconstruire l'identité nationale, il faut structurer l'opinion nationale pour que celle-ci soit bien plus consciente que d'ordinaire des enjeux de l'heure, des enjeux en termes de développement de notre pays, développement économique et social. Mais c'est la responsabilité des partis politiques de structurer, n'est-ce pas, la vie politique, de structurer l'opinion nationale. C'est la responsabilité des partis politiques, n'est-ce pas, de concevoir une programmation, n'est-ce pas, de développement pour pouvoir suivre, n'est-ce pas,
au pied de la lettre, n'est-ce pas, l'action politique menée par le gouvernement sur le terrain. C'est aussi aux partis politiques, n'est-ce pas, de sélectionner les élites politiques qui seront appelées à gouverner notre pays, n'est-ce pas, au cours de cette prochaines années. Oui, le renouvellement des élites politiques, le renouvellement des élites administratives de notre pays, n'est-ce pas, repose en grande partie sur la vitalité des partis politiques. Et donc, il est temps, effectivement, que les partis politiques, n'est-ce pas, reprennent pied, se réorganisent. Et à ce niveau-là, il y a tout intérêt, n'est-ce pas, à voir apparaître un parti politique leader, n'est-ce pas, pour accompagner l'action politique présidentielle. Oui, le Rassemblement des bâtisseurs était la plateforme présidentielle, n'est-ce pas, autour de laquelle sont venues se greffer toutes les forces politiques et vives de la nation qui ont soutenu le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle. On a en effet observé un enthousiasme de la part des populations lorsque les responsables de cette plateforme ont annoncé la mutation de la plateforme en parti politique. Et puis, soudainement, les activités ont été momentanément mises sous le boisseau. Mais ça, c'est sur la place publique. Mais nous ne doutons pas un seul instant qu'en coulisses, n'est-ce pas, les responsables de ce parti-là travaillent. Nous ne doutons pas qu'en coulisses, aussi bien ce parti que d'autres formations politiques, n'est-ce pas, se préparent, se mobilisent. Et vous avez tout à l'heure fait allusion au Parti démocratique gabonais qui a annoncé qu'il partirait, n'est-ce pas, à l'assaut, n'est-ce pas, de toutes les circonscriptions électorales au cours des élections législatives. Il y a quelques jours, on a entendu que les partis politiques allaient être reçus par le président de la République. M. Nkoulou est un responsable de parti politique. Je crois qu'ils sont sur le pied de guerre. Parce que, en effet, ils doivent être reçus pour faire au remarquer palais de la présidence de la ce République. que beaucoup d'acteurs politiques et d'observateurs avisés de la société gabonaise n'ont pas vu dans ce gouvernement. Vous avez un chef d'État qui compose un gouvernement avec des responsables politiques qui ne sont pas de son bord politique. C'est extraordinaire. M. Barreau Chambrier est président d'un parti politique. Le RPM. Le RPM, donc, une vision, une ambition pour le Gabon. Il y a adjoint des personnalités qui viennent du monde des entreprises. Il y a également François Ndombian de Voilà, Réagir. M. Ndombian qui est également président de Réagir. Ça veut dire que M. Oligui respecte sa vision de se consacrer à l'essentiel. C'est pour cela que, inévitablement, il met un stop, parce que au constat que vous avez fait en disant, s'il avait tout de suite déclaré la création de son parti, les cadres de ce parti auraient aimé être parmi les premiers responsables de ce gouvernement. Or là, vous avez quelqu'un qui n'est pas dans le parti, enfin, qui est un président, qui avait une ambition présidentielle, et qui a soutenu le CTRI et qui se retrouve être en charge du gouvernement. Vous avez des ministres qui viennent d'autres partis politiques, de l'Union nationale, le Parti démocratique du Parti démocratique gabonais. Ça veut dire que le président de la République reste sur le principe de se consacrer à l'essentiel. Cet essentiel devrait conduire à quoi? À terme, à ce qu'on ait d'une part des technocrates, peu importe au parti politique auquel vous appartenez, et le champ politique qui va être consacré aux différentes compétences dans les différentes assemblées, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat ou les assemblées départementales locales. Donc, pour le président de la République, le combat dans le sens des forces politiques est clair, il va se faire ou il aura lieu dans les espaces consacrés traditionnellement aux politiques, permettre que le gouvernement soit un outil de développement consacré à l'essentiel, répondre aux sollicitations Marcel des Gabonais. Libama, est-ce que vous considérez que la composition de ce gouvernement est une forme de rendez-vous manqué pour la société civile? Quand vous regardez, ils sont 30 membres du gouvernement. Est-ce que vous pensez que la société civile que vous incarnez, que vous représentez, vous et d'autres leaders, ne se retrouvent pas? Bien sûr, c'est le grand absent de ce gouvernement. Alors que, il faut rappeler le score du président de la République. 94,85%. Ça veut dire que
tout le corps social était derrière le président. C'est-à-dire que ça allait au-delà des partis. Et le gros des forces, c'est la société civile. Alors là, ils sont un peu aux abonnés, absents dans ce gouvernement. Mais il y a aussi un élément qui nous manque pour mieux décrypter ce du gouvernement. C'est le cabinet du président. Parce que moi, un peu souvent d'habitude, quand le président arrive, il nomme d'abord son directeur de cabinet, peut-être le secrétaire général du gouvernement, et celui qui vient. Là, on n'a pas assisté à cela. Et nous savons tous maintenant que le président, il n'est plus seulement président de la République, il est aussi chef de gouvernement. Donc, il a des super pouvoirs que n'avait pas son prédécesseur. Et nous savons le rôle que joue l'entourage ou les entourages des chefs d'État. Parfois, c'est un rôle nocif. Pourquoi vous êtes pour... aussi sombre? Je sais de quoi je parle. Allez lire le livre de Raymond Dongsima. Allez lire le livre de Claude Alain Bilibissé. Allez lire les livres des premiers ministres. Vous allez voir, tu avais eu les conflits entre l'entourage du président de la République, parfois ils viennent imposer des choses. Vous parlez de Séraphin Moundonga. Mais on n'est plus dans la même configuration, donc c'est différent, puisqu'avant il y avait un président de la République et un premier ministre. Moundonga, excusez-moi, Moundonga était mon ministre. J'ai négocié avec lui. La première grève de la faim au niveau de l'éducation nationale, c'est quand ce monsieur était là. Ce sont les mêmes, donnez-moi les noms, je vais vous dire ce qu'il... Oui, mais sauf que l'inquiétude que vous soulevez, Marcel Libama, elle porte un peu les germes de sa propre contradiction. Non, je disais que le président de la République est lui-même chef du gouvernement. Le cabinet, nous sommes... Est-ce que vous Moi, voyez... j'attends plus le cabinet du président de la République, c'est conseiller, que le gouvernement. Parce que l'impulsion vient de là. La tête, c'est là. Marcel Et Libama. le poisson pourrit toujours par la tête. Justement, Marcel Libama, la question c'est celle-là. Est-ce que vous voyez ce cabinet-là aller ou ramer à contre-courant de la vision du chef de l'État, sachant que le chef de l'État est à la fois président et chef du gouvernement? Moi, j'ai des exemples. J'en ai plein. Et le président Oligui, comme tous les chefs d'État du monde, est parfois aussi victime de son entourage. Vous êtes sans au courant que parfois, même au niveau des nominations, le président valide d'autres choses. Ce qu'on attend à la télé n'a rien à voir avec la décision du président. On a vu les orientations du président. Plusieurs erratums. Voilà. Plusieurs erratums dans le quotidien de l'Union. Plusieurs erratums. Donc il faut vraiment qu'on ait autour des chefs d'État, pas seulement des gens avec qui il a grandi, mais des gens aussi qui sont objectifs, qui n'ont pas d'intérêt familial avec le président, qui n'ont pas d'intérêt de tout genre avec le président, mais qui vont donner au président des orientations, des conseils, des avis dégagés de toute influence, de toute peur de perdre son poste ou de perdre son indemnité. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Il nous reste 2 minutes pour guise de conclusion pour cette émission. Ce que je constate, que ça peut, à chasser le naturel, il peut revenir au galop. Ce sont les mêmes Gabonais. Je vous ai dit que dans les visages, il y en a que, dans ce gouvernement, il n'y a que 7 nouveaux visages. Les autres, là, c'est les anciens visages. Sur les méthodes, je vois un relan des anciennes méthodes fondées sur la géopolitique. Il faudrait maintenant qu'il y ait d'autres considérations, d'autres échelles de valeur. Par exemple, la compétence, le patriotisme, le mérite, l'excellence. Voilà. Marcel Libama, il faut que nous tuions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre conclusion, Jean-Christian Kobila, rapidement, au moins d'1 minute. Mais dire que ce gouvernement est un gouvernement de mission. Il est placé directement sous l'autorité du président de la République, qui est également le chef de l'État et le chef du gouvernement. Par le passé, on s'est souvent demandé si, ou du moins on a parfois perçu par le passé, n'est-ce pas, des conflits de personnalité et parfois pointer du doigt l'incapacité du Premier ministre à remettre tout le monde sur la même table. Et donc là, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les personnalités qui ont été choisies vont travailler de façon collégiale sous l'autorité du chef de l'État, qui est le chef du gouvernement. Merci Jean-Christian Kobila pour cette conclusion. Pascal Koulou. Le président de la République donne là une illustration parfaite de sa nature, d'être un rassembleur, d'être un bâtisseur. Le gouvernement est fait de citoyens gabonais provenant de divers univers. La particularité, je le répète encore, c'est que beaucoup n'ont aucune affinité avec le chef de l'État. Or, celle d'avoir collaboré au cours des derniers 18 mois. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire.
ce gouvernement ne se repose que sur sa volonté, sa vision. Il va de sorte, comme Marcel Libama le disait, qu'on va probablement découvrir un cabinet présidentiel réaménagé aux objectifs de développement. Donc, c'est évident. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce sur quoi il faut s'accorder, c'est de dire que, bon, 94% commencent à donner leur effet. Le président est conscient que ce mandat, il le doit uniquement au peuple gabonais et non pas au calcul des appareillages politiques. Voilà le Gabon d'aujourd'hui et c'est sur ça que tous les citoyens devraient soutenir l'action gouvernementale en maintenant, pour ce qui est des acteurs sociaux, les mécanismes d'alerte, pour ce qui est des citoyens ordinaires, la dénonciation citoyenne, parce que là aussi, le président, même chef du gouvernement, ne peut pas être partout à la fois. Marcel Libama, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de cette émission. Merci également à vous, Pascal Nkoulou et à Jean-Christian Komila. On se retrouve peut-être jeudi pour un prolongement de ce décryptage sur cette forte actualité en lien avec la composition du nouveau gouvernement de la République, ses missions évidemment. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.